Chères auditrices, chers auditeurs, le podcast Data Driven 101 a maintenant plus de 2 ans et plus de 80 épisodes. Nous vous remercions pour votre engouement. Pour nous aider à vous servir le contenu dont vous avez besoin, on vous invite à répondre à une poignée de questions rapides pour mieux vous connaître et mieux cerner vos attentes. Vous trouverez le lien du questionnaire dans la description du podcast et des épisodes. Merci d'avance et bon épisode. Si on se retrouve plus qu'avec du travail à très très forte valeur ajoutée, dans ces cas-là, faudra peut-être qu'on travaille moins, quoi, parce que et du coup le gain en productivité, il est pas si évident que ça, parce que tu peux pas, peut-être que l'évolution se faisant dans 1000 ans, on sera capable d'être à X 1000% de travail cognitif, mais il y a un moment quand ça fume, faut s'arrêter aussi. Alors après, voilà, mais tout ça, c'est là où on voit toute la question politique du sujet. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sansem, l'hôte de ce podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Dans Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Donc Mathieu Guillermin est enseignant-chercheur en philosophie et éthique des sciences et des technologies, membre de l'unité de recherche Confluence, sciences et humanités de l'UCLI, Université catholique de Lyon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous parler un peu de ton parcours et de ton travail actuel ? Oui, avec plaisir. Mais alors moi, j'ai une petite particularité, c'est que j'ai fait de la physique et je fais un doctorat de physique, mais le but était de faire de la philosophie en fait après. Je pensais que je ferais de la philosophie de la physique à cette époque-là, et puis plus c'est allé, plus j'en ai découvert, plus je me suis intéressé à la philosophie des sciences en général et aux questions technologie, éthique, philosophie des technologies et des choses comme ça, et en particulier aux questions des technologies numériques. Donc voilà, et donc là maintenant je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon, et j'enseigne principalement, alors un peu de philosophie des sciences, épistémologie, donc c'est un petit peu le côté qu'est-ce que l'intelligence ou qu'est-ce que la rationalité, mais là pas artificielle pour le coup, comment on peut faire tout ça. Et puis du coup une grosse partie philosophie et éthique de l'intelligence artificielle. J'enseigne, je fais des recherches aussi sur le sujet. Ok, alors tu es aujourd'hui dans un projet qui s'appelle NHNAI. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces travaux ? Ouais, complètement. Donc, alors l'acronyme, je vais pas le prononcer en anglais, mais c'est Nouvel Humanisme au temps des neurosciences et de l'IA, donc AI dans l'autre sens. Et donc en fait, c'est un projet qui, part du constat qu'il y a quand même des enjeux sociétaux et éthiques assez importants avec l'IA et avec les neurosciences, avec les sciences cognitives, avec les sciences et technologies de l'intelligence un petit peu, et que on peut pas nécessairement se satisfaire d'une sorte de gestion de ces problèmes, de ces risques et de la régulation qui soit descendante, donc en partant des sachants, des décideurs politiques, des grands entrepreneurs très puissants qui ont pouvoir de décision concrète, qui peuvent code is law, qui peuvent un peu imposer leurs standards, mais qu'il y a besoin de ça, bien sûr, il y a besoin de la réflexion un peu comme ça en top down, mais qu'on a besoin aussi d'avoir une émulation qui soit un peu plus horizontale, un peu plus la plus large possible, parce que déjà je pense qu'il y a des sujets, mais on y reviendra sûrement, il y a des sujets politiques dans ces questions-là qui sont des sujets, en démocratie, les sujets politiques, les grandes orientations politiques, on les discute entre nous quand même, on est censé en tout cas. Et puis il y a aussi tout le problème de quand bien même les experts entre eux arriveraient à dire ce qu'il faut faire, ce dont déjà je doute un petit peu, quand bien même ça serait possible, il y a cet enjeu de comment tu fais pour avoir une régulation efficace. Et on met pas un policier derrière chaque entrepreneur, derrière chaque technologie, derrière chaque machin, c'est absolument impossible. Donc à un moment, c'est aussi s'il y a une exigence. Et puis ça peut être une exigence par son droit mou, soft law, par des exigences de consommateurs, même en disant moi je veux ça, je payerai pas ça. Et donc pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait une conscience des sujets et je pense une réflexion la plus large possible par les gens qui se sentent concernés au moins et qui veulent bien prendre un peu de temps pour faire ça. Et donc le projet essaye de répondre à ce besoin-là. Nous, on s'est un petit peu posé la question en tant qu'universitaire, comment on peut servir le fait qu'il y ait une meilleure réflexion sur les questions éthiques de l'IA. Et la réponse, elle a été à 2 niveaux. Elle a été d'abord, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur qu'est-ce que ça veut dire être humain ?
de manière un peu globale, qui soit pas du coup on va directement se confronter à telle et telle question éthique très précise en premier lieu, mais essayer de, à travers les sujets, réfléchir à où on va, qui on est en tant qu'humain, qui on veut être demain, qui on veut devenir. Et ça inclut, quand je dis en tant qu'humain, ça veut pas dire qu'on ignore la nature, c'est-à-dire en tant qu'humain vivant parmi les autres êtres vivants dans notre environnement et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un sujet à travailler, comme un peu l'idée que si tu cherches à t'orienter dans la jungle d'une question éthique, bah t'as un peu le nord magnétique là qui te donne une référence, quoi. Donc ça, c'est important de discuter là-dessus. Et du coup, le deuxième niveau qui reprend ce que je disais en introduction, c'est que c'est vraiment quelque chose. Bah cette question-là, faut en parler entre nous. C'est la question politique, quoi. Et donc du coup, la deuxième dimension, ça a été: est-ce qu'on peut aider nous universités à mettre nos ressources à disposition d'une réflexion en société sur ces sujets-là? Et donc concrètement, on est donc c'est sous la bannière de la Fédération internationale des universités catholiques. Il doit y avoir maintenant 10 ou 11 universités catholiques partenaires. Alors il y en a au Chili, aux États-Unis, à Taïwan, au Kenya, et puis un bon gros pool en Europe aussi. Et l'idée, c'est que chaque partenaire met ses ressources. Alors dans un réseau il y a du philosophe, de l'informaticien, de l'anthropologue, des choses comme ça. Déjà, ces gens-là, on les rassemble, mais pas avec l'idée de dire dites-nous ce qui est le plus avancé dans votre recherche sur ces sujets-là, mais plutôt, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut savoir vraiment et comment le poser sur la table pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'apport d'expertise. Mais après, il y a aussi l'idée d'organiser nous-mêmes des lieux de débat, des lieux d'échange. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on pourra peut-être en parler un petit peu plus, mais c'est ce qu'on a fait dans les différents pays partenaires. Depuis, on a commencé, là, ça fait 2 ans maintenant que c'est très actif, même un peu plus dans ce sens-là. Ok. Des sortes de conférences. À travers quel alors c'était petit format conférence, mais plutôt restreint, parce que le but c'était de vraiment proposer aux gens de s'exprimer. Et donc on est même passé par une petite phase, mais il n'y a pas eu un succès foufou. Ça, c'est les joies du POC, quoi. Mais parce qu'on est un peu un POC, même si c'est gros comme projet, c'est quand même l'idée de réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe bien de manière plus large. Et on avait testé l'idée de rassembler un petit peu des représentants de différents groupes de la société. Chaque université voyait ça à sa lumière, en fonction de son contexte, et de commencer à travailler quelles seraient les questions qu'il faudrait discuter plus précises. Et donc on a fait ça. Et après on s'était dit, les gens représentants des groupes vont mobiliser d'autres gens qui vont venir discuter et tout. Ça a plus ou moins marché, mais bon, ça a amorcé une dynamique. Et du coup, après, on a eu toute une phase en 2023, principalement, d'événements présentiels où, alors la méthodologie, c'était beaucoup, on met des questions, ça peut être une seule question qui est partagée par toute l'assemblée, ou alors des thèmes différents qui sont travaillés par des tables de 10 personnes. Dans tous les cas, les gens étaient en petits groupes et essayaient de se parler. Et un petit peu l'originalité, si tu veux, ça, c'est pas très original, quoi. D'ailleurs, on y réfléchit à comment on pourrait avoir des ressources en termes de méthodologie d'animation. Mais par contre, une particularité forte, c'était que l'idée, c'était de dire, alors je vais l'illustrer comme ça avec les mains, mais est-ce qu'on peut pas passer du d'accord, pas d'accord, à des débats qui seraient plutôt sur le oui, mais moi souvent en cours d'éthique avec mes étudiants, quand on fait des débats éthiques, ils disent non, je suis pas d'accord. Ce qui a été dit avant, vous êtes pas d'accord avec? C'est vraiment non, ou alors c'est oui mais. Et très souvent en fait, la personne elle dit oui si, ok, c'est pas faux ce qui a été dit, mais il y a autre chose à dire. Et ça c'est super important. Et du coup on a essayé d'encourager vraiment les gens à aller dans cette genre de logique de dire, ne cherchons pas à donner une réponse à la question intégrale, seule et unique. On verra après. Commençons déjà par voir si on peut pas se mettre d'accord sur tout ce qui est pas trop bête à dire sur une des questions qu'on regarde. Donc un des aspects de être humain au temps de l'IA. Et vraiment avec cette idée de dire, je prends le temps de réfléchir et je dis oui mais. Et puis peut-être oui et des fois aussi, parce qu'en fait c'est oui et puis je vais même aller dans le même sens que toi. Comment vous choisissez ces questions ? Alors les questions, on a été très libéral alors il y a quand même eu 3 thèmes
de terrain de jeu, on va dire, parce que dans les 2022, quand on a lancé le truc, on a vu que c'était intéressant. C'était le champ de l'éducation, le champ de la vie démocratique et de la démocratie en général, et le champ de la santé. Donc déjà là on avait un petit peu proposé ça et éventuellement des questions plus transversales, un peu génériques à l'IA et après du coup les questions ont été travaillées par les gens en local en essayant de s'interfacer avec les participants possibles. Ça a parfois été vraiment des questions plus précises sur par exemple l'interface cerveau-machine ou humain-machine ou des trucs comme ça parce que la personne en local elle avait une communauté intéressée par ça autour d'elle. Parfois ça a été des choses plus génériques. Mais en fait, nous, ça nous dérangeait pas parce que ce qu'on a cherché à retirer de ces discussions-là, dans tous les pays, c'était vraiment après à un moment le niveau, quand même, qu'est-ce que ça dit sur qu'est-ce que c'est vivre, être humain et vivre avec les autres. Et donc finalement, quelles que soient les questions, les éléments importants qui remontaient, ils parlaient de ça en arrière-plan. Et donc on a essayé de suivre ça, mais vraiment avec cette méthodologie de dire enrichissons-nous. Essayons d'être dans la logique de s'enrichir mutuellement, parce que souvent moi je suis très confronté à ça. Les gens me disent mais en éthique, l'éthique c'est chacun fait ce qu'il veut dans son coin, comme la politique, chacun son avis quoi. Et puis d'ailleurs il n'y a pas vraiment de vérité. Regarde, tu ne tueras point, c'est vrai là on tue pas, puis parfois à la guerre on tue et tu ne tueras point, c'est plus vrai. Moi j'ai pas tout à fait cette lecture là en tant que philosophe. J'ai l'impression que tu ne tueras point c'est a priori toujours vrai. Simplement il y a d'autres trucs qui sont vrais aussi ou suffisamment évidents par ailleurs, du style t'as le droit de te défendre, du style tu vas protéger l'innocent qui est menacé, et donc parfois ça rentre en conflit et c'est pas des avis qui rentrent en conflit. Enfin, je veux dire, sur les valeurs fondamentales, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui rentre en conflit, c'est éventuellement la priorité que tu vas donner à un axe plutôt qu'à un autre. Et du coup, c'est pour ça que on peut vraiment essayer de faire de l'accord sur ces questions éthiques et politiques, au moins en cherchant à dire tout ce qu'il y a à dire qui est pas trop stupide, et constatons les tensions, les points de complexité. Enfin, nous on a appelé ça un peu comme ça, mais on met les mots qu'on veut dessus. Mais du coup, on a vraiment essayé de pousser cet effort et nos efforts de synthèse à nous vers quels sont les points où ça frotte et où on pense pas que ça frotte parce que les avis frottent entre eux et que les gens sont pas d'accord, mais que ça frotte parce qu'il y a une vraie difficulté, il y a un vrai dilemme qui n'est pas dépendant de qui préfère quoi. Après, la manière de le trancher sera dépendante de qui préfère quoi. Mais ça n'empêche pas de se mettre d'accord sur l'existence du problème. Et ça, en élargissant un petit peu, je pense qu'on est en train de un peu crever en société, et notre vie politique, elle est malade de ne pas savoir vivre aussi dans ce niveau-là où on se met d'accord quand même sur le minimum qui tient la route. Un peu complètement à contre-pied de ce qu'on est en train de voir aux États-Unis là, avec le côté chacun dit ce qu'il veut dans son coin. Ouais. Et moi, je veux pas forcément qu'on interdise aux gens de parler, mais peut-être que ça serait intéressant d'essayer de faire l'effort chacun d'admettre tout ce qui est pas stupide à partir du moment où ça nous engage pas à dire c'est ça la solution. C'est juste, je le reconnais, c'est pas stupide. Et je reconnais les tensions. Et ça, ce serait vraiment... Enfin, nous, on a vraiment essayé de faire ça. Et quelque part, le projet, il teste un peu aussi ce genre d'approche. Est-ce que ça peut prendre voilà. Et peut-être même que l'IA pourrait... Enfin, il y a des technologies d'IA qui pourraient nous aider à mieux faire ça. D'ailleurs, on y réfléchit aussi. Alors, ces fameux nœuds de complexité, du coup... donc, il y a une liste de sujets identifiés. Est-ce qu'on peut entrer un peu dans le détail de justement ces opinions qui sont en tension, que ce soit les tiennes ou non? Est-ce que tu peux nous faire un peu une sorte d'aperçu, de visualisation? Ouais, et bien peut-être sûr. celui que je voudrais prendre en premier, c'est celui de la place du travail et de l'automatisation, qui est un sujet qui ne concerne pas que l'IA, qui on va dire a déjà des anecdotes qui datent du temps des Romains sur l'automatisation et la destruction du travail qui en découle. Est-ce que tu peux nous faire un peu une sorte d'aperçu de ce débat? Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors, juste une petite précision. En fait, moi, très honnêtement, mais des fois j'ai des problèmes même avec mes proches. Je suis... Enfin, il y a toutes les opinions, je les entends. Tout ce qu'on a retranscrit, je l'entends, et je pense pas avoir filtré. Enfin, c'est pas moi qui ai fait toutes les synthèses d'ailleurs, mais je pense pas avoir filtré sous prétexte que j'entendais pas. Et très honnêtement,
tout ce qu'on a mis, moi je l'entends quoi. Alors du coup sur la question de l'automatisation du travail, ce qui a été beaucoup discuté, c'est le côté légitime. Alors, dimension, mais de l'amélioration de l'efficacité, que ça soit sa propre efficacité personnelle, pour faire plus de choses soi-même, mais aussi pour être plus productif et donc par extension la légitimité de vouloir être plus productif et plus rentable pour une entreprise ou pour une organisation par exemple. Ça a été c'est un des éléments qui a été reconnu comme étant légitime. Après ça va rentrer en tension avec d'autres choses qui ont été exprimées comme alors bon déjà le risque de se retrouver inutile quoi, enfin qui est pas aussi flagrant quand on regarde la réalité des choses, mais qui fait beaucoup parler les gens étant donné les grandes annonces médiatiques et probablement à but de capitalisation aussi, mais ça c'est des inquiétudes qui s'expriment aussi en disant moi je veux bien devenir plus efficace, mais si ça me rend inutile et puis qu'après c'est une organisation sans moi ou sans vivant à l'intérieur qui est plus efficace, ça pose un peu question. Donc il y avait cette dimension-là bien sûr. Il y avait la dimension du risque de perdre des compétences qu'on n'aurait pas envie de perdre. Alors pour à deux titres, ça serait parce que on en aura peut-être besoin demain. Et que en fait on a automatisé, puis finalement c'était une brique qu'on aurait eu besoin de garder. Elle était pénible peut-être même, mais on avait besoin du savoir-faire pour faire autre chose, on ne savait pas. Et donc ça en médecine ou dans des trucs comme ça, on voit bien venir le truc parce qu'il y a des magnifiques algorithmes de diagnostic sur tout ce qui est imagerie médicale, des choses comme ça. Ça marche super bien. Alors du coup ça veut dire qu'il y a enfin voilà, faut se méfier sur parce que les arguments de dire on va alléger la charge pour le collectif par exemple de la formation des médecins ou du nombre de médecins à l'hôpital ou des trucs comme ça, peut-être, mais il faut pas qu'il y ait quand même de nouveaux sujets, de nouvelles maladies, de nouveaux problèmes où on n'a pas les exemples et où il va falloir recréer des exemples quoi. Enfin, à moins de croire à des trucs style AGI ou qui vont on n'auront plus besoin qu'on ait dit les trucs avant, et ça à part dans des cas un peu comme le Go ou quoi où tu peux calculer pourquoi ça marche ou pas, c'est facile, donc tu peux laisser un programme chercher des trucs mieux sans toi, mais dans des cas où le problème est pas très bien défini, en général c'est les humains quand même qui arrivent à aller voir si ça marche pas. Donc voilà, donc des problèmes de deskilling dans ce sens-là, de perte de compétences, et éventuellement aussi des problèmes de se retrouver forcé à ne plus faire des tâches qu'on aimait faire. Et là, il peut y avoir une vraie tension avec presque le côté tu le fais pas assez efficacement, mais t'as quand même envie de le faire, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc, soit qu'on aimait faire, soit même des fois juste qui apportait une certaine sécurité du fait qu'elles étaient pas difficiles. Donc les tâches rébarbatives. Ça peut, voilà, elles ont le mérite de ne pas être une exigence en fait d'apport intellectuel élevé. Ouais, c'est sûr. Mais ça pouvait être une façon de respirer aussi dans la journée de travail, de pas être. Enfin ça c'est. Alors honnêtement, je te dis un peu tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu dans les synthèses. Parfois, on a été un peu plus sélectif, mais ce que tu dis me rappelle, ça a été un peu évoqué ces histoires-là. Je sais plus dans quel cadre, mais je l'ai entendu. Oui, avec ce côté. Si on se retrouve plus qu'avec du travail à très très forte valeur ajoutée, dans ces cas-là, faudra peut-être qu'on travaille moins, quoi, parce que et du coup le gain en productivité, il est pas si évident que ça, parce que tu peux pas, peut-être que l'évolution se faisant, dans 1000 ans, on sera capable d'être à X 1000% de travail cognitif, mais il y a un moment quand ça fume, faut s'arrêter aussi. Alors après, voilà, mais tout ça justement, c'est là où on voit toute la question politique du sujet, et que c'est ni toi, ni moi, ni un entrepreneur tout seul dans son coin. C'est peut-être éventuellement des géants comme les très grands de la tech ou des pays, mais moi j'ai plus l'impression que c'est quand même une politique que ça peut se jouer. Mais il y a toute la question de l'organisation du travail, de pourquoi on travaille combien de temps, où va l'argent, qui en profite, des choses comme ça, quoi. Et ça.
bon, ça c'est un petit peu moi qui le rajoute, mais ça a quand même été évoqué un petit peu. T'as le côté aussi justice sociale et économique, quoi, sur le fait que les données viennent d'où. On a appris à faire des choses. C'est bien ici, je peux le dire sans expliquer ce que c'est qu'apprendre, quand même, ça me change. Mais on a appris à faire certaines tâches, quoi, à faire à la machine certaines tâches. Mais ça vient d'où? Les données ont été obtenues comment? Moi, je me dis, les gens qui ont écrit dans Wikipédia à l'époque, ils ont signé des licences qui juridiquement permettent à peu près de l'exploiter pour faire du grand modèle de langage ou d'autres trucs comme ça. Ouais. Si on leur avait dit qu'il y avait les grands modèles de langage, est-ce qu'ils auraient contribué comme ça, quoi? Il y avait une idée de bien commun et potentiellement il y a une. Alors pourquoi pas aussi, quoi? Mais ça pose des questions. Moi, j'ai pas les réponses, mais ça pose ces questions de comment on veut partager les gains qui sont produits avec ces choses-là, et avec une vraie légitimité à tous les gens qui développent et qui participent au développement, construction des ordinateurs et tout, de dire ça a un coût, tout ça, et il faut que nous on vive aussi, et c'est légitime. Mais voilà, il y a ce genre d'enjeu-là. Il y a un autre enjeu qui revient beaucoup de préservation de la démocratie, en particulier celui de la liberté d'expression et la régulation. C'est quoi là-dessus? Je pense que notamment culturellement on a une approche assez différente des Américains là-dessus. Aujourd'hui on voit Trump puis Zuckerberg revenir vers quelque chose de beaucoup plus finalement fidèle à la doctrine américaine de tout est possible, tout est autorisé, et on est presque surpris. Quel est l'état de l'opinion là-dessus? Bon, alors aussi notre petite précision, notre but il a jamais été de revendiquer de faire des instantanés de ce que pensent les gens. On est vraiment dans une logique de construction dans la discussion. Ouais. Je précise quand même parce que ça représente que ça, quoi. Ouais. Mais il est remonté, et c'est pas étonnant, hein. Enfin, tout ce que je te dis, c'est des choses, si on s'est sensibilisé au sujet, ça vient assez vite, quoi. Mais c'est le côté, là, il y a un vrai, c'est pas un dilemme, mais une vraie difficulté t'es obligé de réguler, mais c'est très compliqué de réguler. Qui garde en vertu de quoi, avec quels critères, et avec quelle légitimité. Et on le voit bien que s'il y a un retour de bâton là-dessus aux États-Unis, et puis qui va garder les gardiens. Et dans le projet, ce qu'on a essayé de faire, c'est de capturer les complexités qui sont construites par les gens quand on met bout à bout ce qui a été dit, ou quand ils ont discuté entre eux. Et après, l'idée, ça a été de dire, est-ce qu'on peut pas faire un apport de nos expertises qui aide à parcourir et à explorer ces complexités-là. Et parce que là, j'allais dire un truc qui me touche un peu plus moi en tant que philosophe, mais il y a un moment, il y a une illusion je suis rationnel, je dis des trucs légitimes et vrais parce que j'ai des critères objectifs, j'ai fait mon expérience, j'ai fait mon calcul par A plus B, j'ai une preuve absolue. Il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de problème de liberté parce que c'est une preuve absolue. Et du coup, t'as pas à choisir, c'est comme ça. Et il y a un peu l'idée que les trucs scientifiques, ça serait ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça. La réalité de tout ce qu'on admet et qu'on reconnaît, nous, toi ou moi, on se soumet à certaines autorités en leur faisant confiance. C'est ça, en fait, qui se passe. Et on leur fait confiance parce qu'elles sont censées plus ou moins bien faire leur job. Mais en fait, il y a toujours un scientifique. Enfin, moi, je l'ai été en physique, quoi. T'as toujours une part de jugement. Et quand je dis jugement, je parle à un truc, au bout d'un moment, c'est plus avec des critères. C'est oui, parce que de toute façon, ok, je mets ce critère-là, mais pourquoi ce critère-là plutôt qu'un autre? Parce que, et puis au bout d'un moment, c'est parce que dans mes tripes, je sens que c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est un travail, c'est faillible, on tombe tout le temps, il faut rester vigilant. Mais en fait, c'est ça, l'intelligence humaine fondamentalement. Et du coup, pour la régulation, pour la modération en particulier, il faut regardez en face que c'est ça. C'est pas un défaut qu'il y ait des gens qui doivent juger. C'est inévitable qu'il y ait des gens qui jugent. Il y aura jamais des critères qui vont régler les problèmes. Et par contre, la question c'est, ok, le jugement il est faillible, mais c'est pas parce qu'il est faillible qu'il est forcément mauvais. Et puis c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont jugé à partir, quand on juge à partir de qui on est, que c'est forcément mauvais. Parce que là, dans les débats que j'ai entendus dernièrement, on dit vraiment ça. Zuckerberg, il a dit, les gens qui faisaient ça, ils étaient biaisés, mais limite même juste parce qu'en fait, ils jugeaient. Mais oui, mais c'est normal.
Et refuser de juger, c'est pas être plus libre en fait. C'est faire chacun va dire ce qu'il veut dans son coin et il y aura plus de vivre ensemble. Et ça sera, au final, ça c'est moins de liberté. Parce que si tu déroules la pelote, on en revient à le plus fort tape sur le plus faible, quoi. Ou le plus grand nombre, le plus convaincant a raison. Mais ça c'est pas de la liberté. C'est à la limite beaucoup de liberté pour le plus fort et le plus convaincant. Mais sinon la liberté collective, c'est de juger ensemble, quoi, de faire cet effort de juger ensemble. Et donc derrière ces questions de régulation, désolé, c'est pour ça que je disais, ça me permet un petit apport de philosophe sur le sujet, mais il y a ce problème politique de, non pas de dire est-ce qu'il faut réguler ou pas, mais de penser ensemble comment, et d'accepter que ça soit pas parfait, que ça soit fait par des gens qui vivent le truc et qui font de leur mieux, et qu'après on est presque sur la qualité des gens et la confiance qu'on leur fait, plus que sur tel et tel critère qui serait un peu des illusions, quoi. Alors, un autre sujet qui est beaucoup plus niche, on va dire, un peu moins, on va dire sur le haut de la pile des sujets éthiques, mais très intéressant au niveau de l'éducation, c'est comme vous l'avez énoncé, comme comment rendre accessible une éducation de qualité tout en préservant le développement cognitif. Est-ce que tu peux nous développer un peu le sujet? Je peux donner quelques éléments. C'était l'idée de voilà, alors ce que les gens ce qui a été dit, tout le monde n'a pas tout dit, mais voilà, l'idée c'est qu'on construit ensemble. Il y a plein de technos qui peuvent être super utiles pour l'école, et notamment en termes d'inclusivité. Pour les trucs qui te permettent de faire du langage des signes, par exemple, pas à la volée, mais bientôt ça sera sûrement le cas, ou de sous-titrer, ou des trucs comme ça, sur des vidéos, ça peut rendre accessible à plein de gens. Toute la connaissance maintenant, même si c'est pas dans ta langue, tu peux arriver à avoir accès quand même, à te débrouiller un petit peu. T'as des super outils pour l'apprentissage des mathématiques, des trucs alors, qui sont à bien utiliser, justement. Tu as tout le côté personnalisation qui permet d'espérer. Alors, encore une fois, là, tout de suite envie d'aller partir de l'autre côté, mais je vais finir de ce côté-là. Il y a une vraie reconnaissance que, oui, les enfants, ils ont des besoins personnalisés. Et que potentiellement, si tu peux savoir qui a besoin de quoi à quel moment, ou s'il y a un peu plus de flexibilité que dans une classe de 20 où le prof dit à peu près tout la même chose à tout le monde, c'est intéressant. Néanmoins, derrière, il y a aussi le côté, oui, mais attention, parce que, alors il y a plusieurs dimensions, mais il y a une dimension, il faut pas que les algorithmes fassent à la place. Parce que c'est plus du tout pareil, quoi. Enfin, si l'assistance devient un remplacement à la réflexion, ça marche pas, quoi. Enfin, moi, je suis toujours sidéré de ce que dit le fait que nos étudiants, je suis confronté en permanence à la fac, dès qu'ils ont l'occasion, ils font un travail avec GPT ou un autre truc, et ils sont assez experts dans l'utilisation de ça. Et moi, je dis pas du tout qu'il faut pas l'utiliser en soi, c'est pas le problème. Mais ce qui me sidère et qui m'inquiète, c'est ce côté absence totale de réflexion sur pourquoi t'es là. Qu'un gamin au CP il sache pas et qu'il faille le mais à la fac, même en master, quoi, je sais pas, t'es là pour apprendre quelque chose. Si tu le fais faire par la machine, on s'en fout, à la limite elle va bien le faire, elle va mal le faire, t'auras une bonne note, t'auras une mauvaise note, mais t'auras rien vécu. Et ça, je jette pas la pierre aux étudiants, parce que c'est toute une épaisseur socio-historique qui fait que quand ça s'est commencé à être accessible à tout le monde, l'école, les gens, ils étaient c'est génial, je peux aller à l'école, quoi. Et puis maintenant, c'est devenu c'est un peu galvaudé, on sait plus pourquoi on y va, il y a plus cette culture-là qui s'est un peu perdue, aussi parce moi, je sais pas, à l'école, j'ai vécu ça comme très hostile aussi, Donc voilà, donc il y a tout ce problème ça rejoint un peu le côté des skilling pas l'idée là, c'est pas de déléguer, quoi, rendre plus accessible. Dans quelle mesure c'est différent de ce que ma génération a connu avec les moteurs de recherche, par exemple, où on allait potentiellement dans un exposé copier-coller des paragraphes d'un site perso, pas du tout sérieux, pas du tout sourcé. Donc faire cette erreur-là, il nous a appris ensuite que non, c'est pas comme ça qu'on fait une recherche internet, c'est pas comme ça qu'on fait des recherches. C'est à peu près le même truc, sauf que le plus vicieux, c'est que le mec qui est un peu kamikaze, il relie même pas ce que produit le grand modèle de langage, quoi. Donc il y aurait ça, mais sinon dans l'idée, on est dans le prolongement. Oui, ça peut passer. Ça passait pas avec le copier-coller. Ouais, non, si tu fais un copier-coller sans relire, ça va se voir, quoi. Et voilà. Et donc c'est ça. Il y a ce côté. C'est pas fait pour rendre la vie facile. Enfin, en fait, vouloir que ça soit facile, c'est un peu ça le problème aussi, c'est que il y a un moment, si tu veux apprendre, et on le tolère mieux en sport, ça.
Là, c'est normal de faire des abdos et de faire des exercices où on va en baver. Si on veut être sportif de haut niveau, ou même bien jouer à un sport, si on veut bien faire un truc intellectuel, c'est pareil. Il y a un moment, il faut emprunter les chemins, il faut faire des choses. C'est le côté la petite tâche qu'on fait plus parce que, et puis, mince, en fait, on en avait besoin. Donc il y a ce problème-là qui rejoint le côté un peu. Alors là, c'est pas deskilling, mais c'est absence de montée en compétences ou d'apprentissage. Mais parce que tu vis rien. Tu t'es pas posé la question sur je suis là pour vivre quoi, et du coup tu vis pas des choses qui auraient pu être intéressantes. Après moi alors là c'est un titre personnel, mais je m'exprime dans ces débats aussi après tout. Mes étudiants, je leur dis moi, à la limite, mais ça, je sais qu'ils m'écoutent pas, mais pas tous. Prouvez-moi pourquoi l'exercice que je vous demande sert à rien. Je vous écouterai sérieusement. Et si vous avez raison, merci, parce que vous me permettrez de réfléchir à un meilleur exercice, et je vous mettrai une bonne note, parce que ça veut dire que vous avez tout compris des objectifs, et c'est cool, quoi. Vous avez vécu quelque chose d'intéressant. Mon but n'est pas de vous faire mon exercice pour le plaisir. Mon but, il est que vous viviez quelque chose qui vous permet de vous développer intérieurement. Et juste le texte, mais là, c'est ce qu'on est en train d'observer. On a une décorrélation encore plus forte qu'avant et vraiment radicale maintenant entre la possibilité d'avoir un produit fini convaincant d'un point de vue pédagogique, exercice pédagogique, quoi, qui est complètement décorrélé de la vie et de l'expérience vécue et du mouvement intérieur qu'il y a dans l'apprentissage. Et ça, c'est pareil pour les chercheurs qui écrivent des papiers avec GPT. C'est bien, mais est-ce que c'est pas en train de remplir des buts qui sont pas les buts d'une communauté de recherche et de chercheurs, quoi. C'est un peu la même idée. Ouais, est-ce que sur le fond de l'éducation, on pourrait pas, je fais peut-être un peu l'optimiste là-dessus, mais attendre finalement qu'il y ait une montée en maturité grâce à cette exposition très forte, cette facilité absolue de rédiger en un clic la réponse, faire monter en fait en maturité, se dire ok, mais pourquoi est-ce que je le fais à la base? Si complètement. Moi, souvent, c'est ce que je dis. Alors là, je suis un peu plus sur le registre perso, perso chercheur quand même, mais je dis souvent ça. Je pense et j'espère que c'est une opportunité d'en parler. Et quelque part, le problème, c'était un problème théorique avant. Il y a un moment, si tu voulais avoir une bonne note, t'étais obligé de bosser un minimum. Et là, maintenant, en fait, tu peux faire des produits qui méritent une bonne note sans bosser. Et donc, ça permet de quelque part reposer à nouveau frais la question de pourquoi je travaillerais. Et ça, c'est super sain. Et c'est un peu comme les fake news, l'abondance de fake news, finalement, et de deepfake pourrait avoir comme conséquence le fait que on ne soupçonne même plus... on ne cherche même plus à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On reste dans le bénéfice du doute en permanence et l'effet des fake news est moindre, finalement. Alors oui, mais je pensais que tu allais m'emmener sur l'autre terrain, mais tu l'avais peut-être en tête aussi, qui est de dire ça va faire monter en esprit critique les gens, puisqu'ils savent qu'il y a tellement de fake news qu'ils sont plus critiques. Ils rejettent pas tout et ils sont pas dans l'abandon de juger si c'est vrai ou pas, mais ils montent en compétences. Et là-dessus, c'est vrai, malheureusement, c'est vrai pour qui? Et j'ai peur des inégalités là-dessus. C'est comme pour GPT, qui va se poser la question, qui va en bénéficier? Peut-être que c'est ceux qui ont déjà pas mal de capital social, entre guillemets, les parents qui peuvent encadrer et compagnie, et que les autres n'auront pas l'opportunité de réfléchir. Et après, par contre, ce que tu pointes, c'est super intéressant et c'est un enjeu. C'est extrêmement dangereux on a besoin d'un monde commun factuel. Alors, c'est sûr moi, c'est ma partie en philo des sciences. Je bosse en plein sur des trucs comme ça, mais c'est sûr que en fait, on découvre qu'on n'est jamais complètement sûr des faits, qu'on peut jamais avoir des critères qui vont à coup sûr te dire c'est ça la vérité. Mais ça a toujours été vrai et on a bien vécu avec jusqu'à maintenant. Des fois, on nous disait pas des trucs complètement vrais, mais il faut avoir un monde factuel qu'on remet pas en cause en permanence. Parce que si on n'a pas ça, alors là, les conséquences, elles peuvent être monstrueuses, quoi. Juste pour expliquer ça, pour pouvoir se projeter, mais même avoir une vie politique. Ça c'est Arendt, Ricoeur, c'est vraiment des trucs qu'ils ont étudiés après la Seconde Guerre mondiale et tout le problème de l'extermination des Juifs et tout. Pour pouvoir, et c'est 1984 si tu veux, c'est ces thèmes-là, pour pouvoir se projeter dans je voudrais que le monde soit comme ça, il faut partir de quelque part solide. Il faut avoir une reconnaissance partagée de le monde, il est comme ça. Et du coup,
je voudrais qu'il soit autrement, parce que comme ça pose tel et tel problème, et si c'était autrement, ça serait mieux. Si tu dénoues ce rapport à le monde est comme ça, faillible un peu, on le découvre de plus en plus, mais quand même, quoi. Et cette volonté de reconnaître un monde commun, tu tues cette capacité à avoir une vie politique derrière. Et là, pour le coup, on devient presque tous des gens qui se font balader parce que, mais le message de 1984, c'est ça, c'est d'empêcher le sens commun, d'empêcher l'existence. Je crois que c'est le crime de la pensée absolue, c'est le sens commun, c'est de dire, mais quand même, bah non, liberté et soumission, c'est pas la même chose, ou je sais plus quel couple ils prennent, mais et le parti, il veut faire tenir les deux ensemble pour que les gens perdent l'habitude de juger, justement. Perdre l'habitude de faire l'effort de reconnaître un truc en commun. Et ça tue toute capacité d'opposition politique ou de mouvement politique. Et après, tu deviens presque un objet qui subit ce qui lui arrive concrètement sans pouvoir en parler, sans pouvoir rebondir dessus. Bon, je ferme un peu la parenthèse, mais les conséquences de ce qui est en train de se passer aux États-Unis, elles sont inquiétantes. Le reste n'allait pas non plus, mais on en revient à ce qu'on discutait un petit peu avant, c'est dire chacun se fera son avis, ça risque de conduire à chacun dit ce qu'il veut dans son coin. On va très bien s'accommoder qu'il y ait des versions alternatives des choses, et ça, in fine, ça conduit à ne plus pouvoir avoir un monde sur lequel on s'appuie ensemble pour se parler au moins sur où on veut aller après, quoi. Oui. Et c'est une illusion, en fait, de liberté. C'est une illusion de liberté d'expression, parce que oui, si t'as le droit de dire les mots que tu veux, mais s'exprimer, est-ce que c'est pas aussi engager quelque chose de soi, essayer de dire à autrui, je pense que c'est ça qui est bien, et je vous propose, tous ces trucs-là, tu perds la liberté de faire ça, en fait, quand t'as une liberté de dire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Mais moi, je parle même pas de régulation avec comment dire, des punitions et des gens qui contrôlent, mais juste se dire, j'ai une responsabilité. De pas dire juste ce qui me passe par la tête parce que ça m'arrange, mais de faire l'effort de valider ce que je dis, pourquoi, et voilà, d'avoir cette volonté-là de valider ensemble. Ouais, alors les États-Unis ont souvent eu on fait porter la responsabilité au niveau des sociétés, et notamment les journaux, la télé. Voilà, on peut pas dire merde à la télé, il y a un bip. C'est pas la loi, c'est la chaîne qui refuse. C'est souvent, finalement, la censure est venue des sociétés. Aujourd'hui, du coup, il y a un peu, finalement, un refus de jeu de leur part. C'est une sorte de... Ouais, refus de jeu, mais il y a aussi, et quelque part, je pense que c'est dangereux qu'il y ait des gatekeepers trop concentrés qui font le contenu. Et de ce point de vue-là, je sais pas si Zuckerberg il est vraiment philosophiquement engagé là-dedans et tout, mais voilà, il y a quelque part un intérêt à avoir une libéralisation de l'espace informationnel. Le problème, c'est comment tu l'organises. Et parce que les gatekeepers, eux, ils faisaient. Donc, du coup, si t'as du bol, t'as une équipe de journalistes que tu penses ils bossent vraiment super bien, bah, eux, tu vas pouvoir y faire confiance. Sinon, tu sais que c'est biaisé. Moi, même les journalistes aujourd'hui, j'essaye de lire un peu à gauche-droite partout pour avoir, parce que voilà, ils sont pas forcément malsains, mais ils ont leur filtre. Ouais. Et donc, c'est très bien que ça puisse se libéraliser et que quelque part, il n'y a pas trop de concentration dans qui modère. Mais par contre, ça pose une question de comment on modère et comment on recommande. Et là, on est en train d'aller vers, on va mettre des notes et on va pousser les contenus on va interdire les contenus mal notés mais bon, qui vote en vertu de quoi, voilà. Et surtout qu'en fait, bon, je veux pas faire de procès d'intention, mais je pense que pour le coup, l'absence de régulation sur les réseaux sociaux, c'est ça qui, et là, c'est Gérald Bronner, Apocalypse Cognitive, enfin, c'est un sociologue qui a écrit ça sur dire, c'est pas parce qu'on est gentil ou méchant, mais comment on est fait de par notre évolution biologique, quoi. Et on a évolué pour faire très attention à certains trucs et moins à d'autres, et pour des raisons de survie, de reproduction, de nourriture, de trucs comme ça. Ouais. Et du coup, ce qui capte notre attention, c'est souvent les contenus un peu outranciers, provocateurs, le clash, la sexualité, les machins comme ça. Et c'est pas forcément ça qui est ultimement le plus épanouissant, mais c'est ça qui capte l'attention. Et du coup, si tu dérégules et tu dis chacun va dire ce qu'il veut, ça va aller dans le sens de favoriser ces contenus-là, et alors que potentiellement t'aurais voulu calmer le jeu un peu, mais calmer le jeu un peu, c'est entre guillemets un peu c'est ennuyeux.
Là, c'est ennuyeux, il n'y a pas de clash, c'est consensuel, les gens se parlent, ils s'écoutent parler, mon Dieu, pendant 10 minutes. Ouais. Mais en fait, notre cerveau, il a peut-être pas la patience et on frétille peut-être quand on a des trucs un peu en mode clash ou en mode ça va pas chercher trop loin. Le problème, c'est que c'est se gaver de fraises tagada. À un moment, on a peut-être envie d'aller manger chez Bocuse ou chez quelqu'un d'autre aussi, quoi. Enfin, ça a un intérêt, quoi. Ouais. Et le cerveau, lui, il est ultra content. Et puis alors, plus tu lui en donnes, plus il en veut, quoi. Et là, il y a quand même quelque chose à connaître de nous-mêmes qui pose question. Mais en même temps, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose qu'on ait des espaces où tout le monde puisse mettre ce qu'il veut. Mais après, on en revient au problème. Je crois qu'on en parlait avant sur le problème du modèle économique et des recommandations qui sont voilà, tu payes pas tes contenus informationnels aujourd'hui, quoi, et pas mal d'outils non plus. Et en fait, il y a un moment, il faut que ça soit rémunérateur. Et comment c'est rémunérateur? En générant de l'interaction avec le système numérique, des données. Donc là, je vais apprendre rien à personne, mais t'as la donnée personnelle éventuellement, mais c'est en fait un faux sujet. Mais la donnée de profilage, même anonymisée pour de la recommandation de pub ou de contenu, soit de pub parce qu'on paye des espaces publicitaires, soit de contenu parce que ça renforce l'engagement des gens dans le système. Et après, ça laisse de la donnée qui est potentiellement porteuse d'exemples de tâches. Et là, pour l'IA, c'est le gros business de collecter des données à haute valeur ajoutée qui permettront de faire des meilleurs modèles demain. Et c'est ça le modèle. Et donc du coup, l'information, s'il n'y a pas d'autres contrepoids et d'autres sources de revenus, elle va forcément être organisée vers ce qui génère le plus d'interaction avec le système, à la limite, peu importe le contenu, entre guillemets. Encore que tu pourrais te dire, si je veux faire du code super pointu, j'ai peut-être intérêt à avoir des espaces où les gens font des trucs à un peu plus haute valeur ajoutée cognitive, et donc s'ils passent leur temps à regarder des chats qui se courent après, ça sera peut-être pas ça le plus intéressant, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, et nous, en tant que citoyens, consommateurs, faudra un jour qu'on réfléchisse aussi à est-ce que c'est une si bonne chose que ça de pas payer, quoi. Aussi parce que d'ailleurs, du coup, on consomme, les bonbons, ils sont gratuits et j'y vais, quoi. Alors si les bonbons, ils étaient payants, je dirais, tiens, qu'est-ce que j'achète? Ça me coûte combien? Je vais peut-être mettre de côté pour aller dans un autre resto. Si je file la métaphore, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut pas s'attendre à ce que quelque part, de la même façon que les sucres transformés sont arrivés, personne s'en est méfié, il y a eu une obésité énorme dans les pays qui ont plus poussé, justement, la métaphore que tu fais est très intéressante parce que ça s'est déjà arrivé. Puis aujourd'hui, on a pris du recul. Pareil, la cigarette, je veux dire, même sujet. On a pris du recul. On va dire, pris des mesures pour informer les gens sur les méfaits de la cigarette, de l'excès de sucre. Et aujourd'hui, on sait que ces choses-là peuvent susciter un plaisir et qu'il faut y résister. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'on peut se projeter dans un monde, dans 20 ans, 30 ans, alors moyennant des générations sacrifiées, comme à chaque fois sans doute, où chacun sait que prendre son téléphone et commencer à scroller, c'est se tuer à petit feu, quoi. Ouais, moi je le souhaite, je l'espère. Et quelque part le projet tel que je l'ai un peu conçu, c'est pour aider à ça, clairement, parce que ça doit se faire du coup un peu par tout le monde, tu vois. C'est pas venu en premier de grandes régulations, ça peut parfois, mais c'est que ça vient quand même au bout d'un moment parce qu'il y a des problèmes, les gens ils voient tous leurs gamins, il y a trop de gamins obèses ou des trucs comme ça, et donc il y a un scandale et ça bouge. Donc si bien sûr. Et moi d'ailleurs de ce point de vue-là, je milite vraiment pour casser cette idée, mais je pense que dans le milieu de l'entrepreneuriat, à chaque fois que j'en parle, les gens sont super d'accord. C'est cette fantasmagorie autour de l'IA qui avance toute seule. Et c'est une vague comme ça qui dépend pas des humains. C'est super malsain, quoi. C'est pas ça. Quand tu sais ce que ça veut dire, moi quand j'entends on est en train de perdre la guerre de l'intelligence artificielle, ouais, on perd peut-être la guerre du développement des plus gros modèles dont on sait même pas ce qu'on fera parce que voilà. Alors bon, peut-être qu'ils seront super disruptifs plus tard, mais j'en sais rien. Mais moi ce que je vois au quotidien, c'est la question de l'IA, c'est la question de qui met quel type de code dans son quotidien pour gagner en productivité, pour faire des choses plus intéressantes, pour mieux vivre et compagnie. Et ça, c'est du travail humain à mort à faire. Quand t'es entrepreneur, tu bosses là-dedans. Enfin, il y en a plein de gens qui bossent, qui font du super boulot pour ça. Et donc, quelque part, la réalité, c'est quand même, et c'est pas sain de le masquer, parce que de toute façon, c'est du choix humain. Ce qu'on sera avec nos systèmes d'information demain, IA inclus, c'est ce qu'on aura
choisi que ça devienne collectivement. Après, la question, c'est qui choisit, qui subit, qui est au courant qu'il y a des choix à faire, et ainsi de suite. Mais si on améliore le niveau de conscience qu'il y a ces sujets-là, et la volonté et la capacité des gens à participer à cette réflexion-là, moi, je redeviens optimiste, entre guillemets. C'est sûr. Mais comme disait Coluche, quoi, il suffit que les gens arrêtent de l'acheter pour que ça se vende plus, quoi. Enfin, il y a un moment, en tant que personne, il y a des effets avalanches, quoi, et ils peuvent être ultra puissants. Simplement, il faut les déclencher et déclencher dans le bon sens. Ouais. Et donc, non, moi, je pense qu'on peut, d'ailleurs, en plus, il y a quand même un jeu avec certaines personnes qui sont quand même dans les milieux de la régulation qui sont responsables. Et là, on commence à parler de problèmes d'épidémie, d'addiction aux écrans ou de trucs comme ça. On voit bien que ça pose des problèmes, ça devient évident. Et donc ça crée des sujets et on en parle et donc ça crée les conditions pour voilà. Mais par contre, vraiment dire, ce sont des sujets politiques. Et on peut pas dire débrouillez-vous les gens de la tech, c'est votre métier, et on peut pas laisser dire à certaines personnes de la tech qui veulent capitaliser vous inquiétez pas, papa agit ou maman agit, AGI arrive demain et ça va tout régler. Tout ça c'est irresponsable, quoi. Il faut vraiment dire on a tous une responsabilité. On n'est pas obligé de tous s'impliquer dans tous les sujets, mais ce sont des sujets politiques. Si ça se passe pas bien, on peut pas. Si on n'a pas de vie politique du tout et qu'on chouine en permanence sur ce qui se passe autour de nous dans le monde, on n'est pas cohérent, quoi. Alors tout le monde va pas s'engager sur tous les sujets, mais si tout le monde s'engageait au moins sur un sujet qui lui tient à cœur, on commencerait à avoir cette capacité à créer de l'émulation un peu ascendante, comme celle à laquelle on essaye de contribuer. Alors, est-ce que tu as un invité que tu pourrais suggérer pour Data Driven 101? Moi, j'encouragerais. Je parlais de Gérald Bronner qui fait ces sujets là sur la question du temps d'attention et des algorithmes de recommandation. Ça pourrait être quelqu'un d'assez sympa à entendre. Je sais pas s'il serait partant pour revenir, mais en plus il y a besoin de ce lien entre des gens qui sont comme nous. On nous dit souvent on est hors sol. Moi, mes amis, quand ils me voyaient faire mes études physique, philo, à quoi tu sers, quoi. Enfin, après j'ai eu de plus en plus d'amis universitaires, donc on reste entre nous, quoi. Mais c'est moins dur pour l'ego, quoi. Mais ils ont un peu raison dans le sens où parfois, les papiers, tu publies, c'est lu par 10 personnes, et puis ton université elle est contente parce qu'il y a un papier qui est fait, et puis en fait le lien se fait pas avec le reste. Et c'est pas simple de faire ça. Et du coup, d'avoir des lieux comme celui que tu organises et que tu animes, où on peut échanger aussi, pas que entre business entrepreneurs et nous, on va parler dans nos séminaires, mais qu'il y ait aussi du lien avec des gens qui ont une approche un peu plus théorique, certes, mais qui est, enfin, Gérald Bronner, pour le coup, lui, il essaye vraiment de faire des choses qui sont utiles à la société. Il a mis sur pied, là, tout de suite des cours un peu université pour tous. Ça a eu un succès pas possible. Il est quand même médiatisé, mais, pour parler de l'esprit critique et des choses comme ça. Et voilà. Alors, ça pourrait être lui, ça pourrait être d'autres personnes, mais, dans ce profil-là, ça serait intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi.